Bienvenue sur Radio Sport où l'on va parler moto. Moto formation avec l'intervention de Ronnie, gérant d'une société de formation, ancien instructeur. Et moto compétition avec Émilie et Justine, deux compétitrices avec la rage de réussir au plus haut niveau. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, tu es chez toi ou pas? Parce que là, tu as l'air d'être dans un box, hein, c'est ton garage, c'est quoi? Alors, je vous emmène aujourd'hui avec moi. Je suis en entraînement dans un box sur le circuit d'Alcaraz en Espagne parce que je suis en train de m'entraîner toute cette semaine. Donc, je suis ravie de vous présenter derrière moi, comme vous pouvez voir. C'est ma moto. Voilà. Alors, montre-nous. Super. Donc, elle me paraît bien neuve, Émilie. C'est une moto récente ou pas? Tu Oui, l'as depuis peu de temps? c'est ça. En fait, c'est la moto du tout nouveau championnat du monde féminin qui va se dérouler sur une Yamaha R7. Ceci est donc une Yamaha R7 effectivement bien neuve du team Yard, qui est le team qui est mon team support cette année, qui m'ont envoyé cette moto toute neuve et justement on est ici pour la roder, apprendre à la connaître, apprendre à se connaître aussi pour que j'apprenne à l'apprivoiser et voilà. Donc effectivement elle est bien neuve, Alors, donc, championnat du monde, hein, c'est ça que j'ai entendu. exactement. Alors, comment Là on c'est pour arrive? l'année 2024. D'accord. Donc, ça démarre quand, ces championnats du monde? Le championnat du monde, déjà, c'est la première édition. C'est la première fois qu'il a lieu. Au féminin, il n'a jamais eu lieu. Et pour cette première édition, il va débuter en juin, ce qui est relativement tard pour un championnat qui débute normalement plus en mars-avril. Et vu que c'est la première année, pardon, le temps que tout se rôde, etc., ça commence en juin sur le circuit de Misano en Italie, pardon. En Italie. Quelles sont les autres dates, hein? Après, ça se déroule tous les mois, c'est ça? Après, ce championnat du monde féminin, il est rattaché au Superbike, qui est le championnat du monde masculin, le World Superbike, qui lui comporte 12 manches. Nous, les féminines, on n'en aura que 6. Donc, ça veut dire 6 week-ends de course sur 6 circuits différents. Et ça se déroule voilà, entre juin et octobre avec à peu près une manche par mois, voire deux du coup en août, chacun sur un circuit différent. Et chaque week-end de course comporte deux courses avec une qualification qui est aussi une course super pole, qui signifie celui qui fait le meilleur chrono, il a gagné. Très bien. Alors, comment on arrive au championnat du monde, Émilie? Quel est ton parcours, hein? Bah, bonne question. J'ai un parcours qui est quand même très récent. Je sais pas si c'est un parcours exemple finalement, parce que vu qu'aussi ce championnat il vient de naître, il y a sûrement plein de parcours qui vont être intéressants pour entrer dans ce championnat. En tout cas, le mien, il a commencé il y a un an. Ça y est, c'est un an tout pile. J'ai commencé la compétition en février dernier, en 2023. Et je me suis inscrite en championnat de France féminin de moto en 600 cm3. Et j'ai commencé un peu à l'aveugle, en fait, sans trop savoir. C'est vrai que je faisais beaucoup de sport avant, ça me manquait, la passion aussi. Et la moto, c'était redevenu mon truc depuis que je suis rentrée et j'ai commencé les études, parce que j'ai 22 ans. Et j'ai vécu pendant 5 ans en Chine avec mes parents, jusqu'à mes 18 ans. Et donc, quand je suis rentrée en école de commerce à Paris, ben, j'avais plus de compétition. Donc, je me suis inscrite en compétition de moto. Moi, j'aime beaucoup ça, donc ça peut être intéressant. Et au fur et à mesure de l'année et des courses en championnat féminin, ben, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, en fait, et que j'avais peut-être un potentiel, parce qu'en arrivant sans jamais m'être entraînée sur ma première course, j'étais directement troisième. En partant en fin de peloton, parce que bien sûr, comme j'étais débutante, j'ai calé. Et voilà, en fait, l'année, elle s'est déroulée assez simplement, où je suis allée quand même pas mal m'entraîner. Quand je dis pas mal, c'était 1 à 2 fois par semaine sur la grosse saison, au milieu de la saison durant l'été, quoi. Et j'ai fini championne de France en octobre dernier à Alès, ce qui m'emmène en fait aujourd'hui à être et à représenter la France en championnat du monde féminin pour cette année 2024. Donc, vous êtes combien, en fait, à vous présenter à ces championnats du monde? Alors le
combien de candidatures, parce qu'en fait, ça s'est présenté sous forme de candidature. Toutes les filles qui voulaient postuler pouvaient postuler en envoyant ce qu'ils appellent un Racing CV. Moi, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai carrément envoyé un pressbook avec un peu plus d'informations. C'est vrai que mon Racing CV, il n'était pas très fourni par rapport à d'autres pilotes, mais voilà, ce titre de championne de France m'a bien aidé, je pense, et a joué en ma faveur. Combien de personnes ont postulé? Honnêtement, je pourrais pas le dire. J'ai entendu, il n'y a pas de chiffre officiel. J'ai entendu parler de plus de 100 candidatures déjà début janvier. Nous sommes 24 pilotes sélectionnés. Donc tu fais partie des Donc 24 sur la grille de départ. Au niveau mondial, hein, et potentiellement. En tout cas, qui ont été, c'est ça, qui ont été sélectionnés pour courir. Voilà, le but, je pense, de la sélection internationale, ça a quand même été de récupérer un maximum de pilotes les plus, je dirais, talentueuses, histoire qu'il y ait un peu de vraie course, quoi, de l'action sur la piste. Ce qui est très intéressant, je trouve, pour cette première année, c'est que malgré le fait que ce soit une première année, il y a 18 différentes nationalités sur 24 pilotes, qui est assez rare, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Donc, ça va être assez diversifié. Et ça, je trouve ça super intéressant de savoir ce que les filles au Chili peuvent faire, ou même à Taïwan ou en Norvège. Voilà, moi, je trouve ça super chouette. C'est super, une grosse ouverture d'esprit et j'aime beaucoup ça. Donc justement, tu te donnes tous les moyens. Donc là, actuellement, tu es en préparation donc en Espagne. C'est quoi ta préparation? Qu'est-ce que tu fais en dehors? Je dirais tes entraînements sur une moto. En fait, il y a quand même plusieurs aspects dans une préparation, parce que le sport mécanique est un sport qui est forcément onéreux, donc on ne peut pas rouler tous les jours, d'autant plus que ce serait pas forcément bénéfique. Donc, il faut cumuler plusieurs préparations. Il faut cumuler une préparation physique au quotidien à la salle de sport. Il faut donc ça, c'est nécessaire pratiquement 3, 4, 5 fois. Pour ma part, quasiment tous les jours de la semaine, se préparer à la salle de sport de manière cardiaque, aussi préparer ses muscles à recevoir des douleurs intensives. Je pense notamment à mes ischios ou encore à mes adducteurs qui prennent une grosse dose d'adrénaline dans ce sport. Et l'entraînement sur la moto en lui-même, il s'agit d'aller rouler un maximum, d'autant plus pour moi qui ai très peu d'expérience. Malgré le fait que j'ai été championne de France, je n'ai qu'un an finalement de compétition derrière moi, donc j'essaie de rouler un maximum pour me familiariser avec toutes les expériences qui peuvent y avoir, qu'il peut y avoir en moto, la pluie, le vent, des situations spéciales, et ça, il n'y a qu'une solution, c'est rouler. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on teste, différentes choses. Je me teste aussi parce que j'ai plein de choses à améliorer, à tester. Quand je dis tester, c'est tester des positions, tester comment je vais rentrer dans mon virage, comment je vais ressortir, comment je vais freiner plus fort, moins fort. Tout ça, la moto, c'est un sport de détail qui est très minutieux, très rythmé, et c'est pas forcément une question de force. C'est une question de stratégie aussi, mais voilà, tout est pointilleux. Donc ça va donc déjà de la moto, de l'équipement aussi. D'ailleurs, par rapport aux habits, je dirais, par rapport à ta tenue, est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques, des choses qui ont changé par rapport, je dirais, aux combinaisons peut-être d'avant? Est-ce que là aussi, ça a une importance, l'équipement? L'équipement, il est super important. Tout simplement parce qu'en fait, ça arrive de chuter, faut en être temps, et c'est ça qui va nous sauver. Aujourd'hui, les équipements sont si bien faits que on a des airbags qui nous protègent extrêmement bien, qui dès qu'on chute se gonflent. On a des combinaisons en cuir qui sont extrêmement performantes, qui nous permettent du coup de résister à des hautes températures, à des chutes extrêmement violentes. Tout ça, ça rentre en compte. Les casques aussi qui ont été développés avec des nouvelles normes. Tous les ans, ça évolue. Les airbags, tous les ans, ils ont des nouvelles normes. Tout ça, ça contribue effectivement à ce que le pilote se mette déjà moins en danger et soit aussi plus en confiance sur la moto, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Qui dit plus en confiance dit performance et dit possibilité d'aller chercher encore plus loin. Donc, est-ce que ça a changé entre le national et le mondial? Pas tant que ça, parce que maintenant on oblige quasiment partout à avoir des airbags, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui était le cas du coup en mondial mais pas en national. Maintenant qu'on le fait un peu partout et que c'est à peu près partout obligatoire, en tout cas en France,
l'équipement il reste le même pour tout le monde. Tout le monde doit bien se protéger. On va revenir un petit peu en arrière, Émilie, puisque là on parle en effet du présent, du futur. Alors, j'aimerais venir un petit peu dans le passé, voir pourquoi tu t'es mise finalement à la moto. Depuis quand tu pratiques la moto? Alors, j'ai une histoire un peu particulière parce que je fais pas partie des personnes qui ont commencé la moto à 5 ans sur des toutes petites motos. Bien au contraire, j'ai commencé la moto, certes derrière mes parents à cet âge-là, même 2, 3 ans, je montais déjà sur la moto de mes parents, mais c'était la route, quelque chose de différent quand même. Donc, mes premières expériences avec mes mains sur un guidon, je dirais que c'était à mes 14 ans et c'était au guidon d'un scooter. Voilà, pour passer son permis 50. Et puis, j'ai déménagé en Chine à peu près à cette époque-là. Donc, en Chine, je conduis un scooter, tu veux, c'est pas la même histoire là-bas. C'est sans casque, c'est électrique. Oh, c'est autre chose. Ça n'a quand même rien à voir avec la moto de course, mais bon, quoique peut-être ça m'a aidé à avoir de l'équilibre, ce qui est quand même important dans notre sport. En fait, je me suis mise à la moto en rentrant en France, quand j'ai passé mon permis, et que par hasard, je me suis retrouvée sur un circuit parce que j'ai passé mon permis chez Philippe Monneret. C'est un ancien pilote euh, champion du monde d'endurance et autres qui tient cette école et qui m'a vu et qui m'a dit, toi, tu vas venir avec nous sur la piste. Et je me souviens y être un peu allée à reculons ce jour-là en me disant, bon, je suis polie, je vais répondre à l'invitation, mais je sais pas trop ce que ça vaut. En plus, j'étais avec ma petite moto de route, c'était une 300. Voilà, bon, j'y suis allée par politesse plus qu'autre chose. Et en fait, je me suis très rapidement pris au jeu. J'ai compris que dans ce sport, le but c'était de poser le genou. Voilà, que c'était comme ça. Et puis comme j'aime les faire, comme j'aime faire les choses bien et quand je les fais à fond. Moi, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, il faut que je pose le genou. C'était ma première journée de circuit, quoi. Mhm. Bah, à la fin de journée, je me suis pris une belle chute, ma première chute, et j'ai cassé ma moto. Et, euh, et en fait, ça m'a plus excité qu'autre chose. Je me suis dit, oh, faut que je revienne. Faut que je revienne, je répare la moto et je reviens. Et c'est ce que j'ai fait. Et l'engrenage a commencé ainsi, en fait. Alors que tu aurais pu faire le contraire justement, parce que alors finalement, première sortie, première chute, première casse, tu casses ta première moto. Ça t'a pas du tout, en effet, je dirais, un petit peu ennuyé, et puis à te dire, bon, bah finalement, je vais peut-être faire attention. Au contraire, c'est tout l'entrain que ça t'a fait, quoi, d'y aller à fond, de repartir complètement, quoi. Je pense que un des facteurs qui a joué, c'est quand même que je me suis pas fait mal, ce qui était quand même important pour une chute. Mais ouais, effectivement, j'ai toujours été dans l'excitation des sports extrêmes et j'ai découvert à ce moment-là en fait que c'était un sport extrême. Pourtant, j'allais pas extrêmement vite, etc. Mais j'ai découvert cette adrénaline en fait. Et ouais, c'est vrai que ça aurait pu faire totalement l'inverse, mais bizarrement, ben, je suis tombée amoureuse à ce moment-là. D'accord, donc 18 ans, tu passes le permis, donc finalement, ta première expérience et Voilà, c'est finalement ça. l'envie C'est d'aller plus loin. à peu près à 19 ans, en fait, finalement, où j'ai commencé la piste. Et je suis, bah, du coup, revenue. Mais c'était, comment dire, c'était la sortie de l'année, quoi. Après, quand j'allais en piste, j'y suis allée 2, 3 fois par an après, jusqu'à l'année dernière, bien sûr, où du coup, j'ai décidé de me lancer vraiment, quoi. D'accord. Tu étudies, évidemment. Je pense que tu es étudiante. Comment ça se passe, hein, justement, je dirais, coordonner ton travail scolaire et puis tes études et la passion de la moto? Comment tu pratiques au quotidien, en fait? Comment ça se passe? Pour être 100% honnête, c'est pas facile. Faut être bien accroché. Faut être sûr de ce qu'on a envie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de mon diplôme, mais j'ai aussi envie peut-être d'un jour d'être championne du monde. Donc je m'accroche. Aujourd'hui, je suis en master 2 communication dans une grande école de commerce, l'IESEG, qui est à Paris. Et je suis en alternance, ce qui me permet donc d'avoir une semaine par mois de cours de manière intensive Mhm. et le reste d'être en entreprise. Donc jusqu'à assez récemment, j'étais dans une agence événementielle et je travaillais dans le monde de l'auto et de la moto. Je m'en suis jamais vraiment éloignée finalement. Mais depuis le début d'année, je suis devenue pilote professionnel, ce qui signifie que du coup maintenant, je roule pendant 3 semaines, je m'entraîne, je gère ma préparation physique, je gère mes sponsors, ma communication, mes relations presse.
Et la dernière semaine, je retourne à l'école pour étudier, pour terminer mon année et mon diplôme. Donc, Émilie, championnat du monde, donc tu as ton master, hein, tu as un examen à passer, donc comment tu vas gérer cette période entre l'examen à passer en fin d'année et puis les championnats du monde? Ça va pas être facile, ça va être un moment, comme on dit, un goulot d'étranglement. Il n'empêche que va falloir que je le fasse. Donc en général, ce que je fais, c'est quand je suis en semaine de cours, je suis vraiment en cours et focus à 100% sur tous les examens que je peux avoir et sur tout ce que je peux avancer. Et puis par contre, quand je suis en entraînement et en semaine de boulot, finalement, c'est le boulot à fond et puis avancer sur le sponsor et gérer ma préparation physique. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu voyages, hein, tu voyages quand même beaucoup. Alors, tu as quand même en effet un passé, j'ai entendu tout à l'heure que tu as vécu en Chine, hein, quelques années. Tu t'exprimes en anglais, comment ça se passe, hein, avec les équipes? C'est principalement en français ou est-ce que tu es amené à parler en effet différentes langues? Parce qu'il me semble que tu parles chinois. Je parle un petit peu chinois. Effectivement, c'est une langue que je parlais extrêmement bien lorsque j'habitais là-bas. C'est vrai que maintenant que j'y habite plus, je l'ai un peu perdue. Je suis plus en train d'apprendre l'espagnol, on va dire, vu que je suis souvent ici pour les entraînements. Mais sinon, globalement, avec mon équipe très rapprochée, je parle français. Sur le championnat du monde, en revanche, on parle anglais avec les techniciens. Mais c'est pas un problème. C'est vrai que comme j'ai vécu à l'étranger, j'ai toujours parlé anglais couramment, donc il faut quand même être multilingue parce que pour parler les termes techniques en anglais, bon, pas toujours simple. Alors, tes concurrentes, hein, ou les filles avec qui donc tu vas participer au championnat du monde, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais un petit peu justement comment vous travaillez, je dirais, par rapport aux autres athlètes qui sont présentes lors de ces championnats du monde? Est-ce que vous êtes déjà confrontés? Est-ce que tu as pu déjà participer à des championnats où certaines étaient présentes? Est-ce que tu sais un petit peu te situer par rapport à ces championnats du monde? Alors c'est pas facile tout simplement parce que du coup c'est la première année, donc chacune d'entre nous arrivons de notre pays de référence, je dirais. Maintenant, il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu plus reconnues en termes de compétition européenne, puisqu'avant ça, il existait une compétition féminine européenne, qui existe toujours d'ailleurs, dans une autre cylindrée un peu plus petite. Mais du coup, on a déjà un ordre, parce que parmi ce championnat, il y en a quelques-unes, je dirais 3, 4 au moins, qui font le championnat du monde féminin. Donc celle-ci, on niveau. Maintenant, on part toutes de zéro, c'est-à-dire que cette R7, personne ne la connaît. Donc c'est difficile à dire. On a des chronos de référence, mais tant qu'on n'aura pas fait la première course, on ne saura pas du tout se situer. Euh, il est vrai quand même qu'il y a une pilote espagnole qui est très connue, qui s'appelle Ana Carrasco, qui est une des seules femmes au monde à avoir remporté un championnat du monde masculin chez les hommes. Donc on se doute que le niveau va être très relevé. Maintenant, où se situer, c'est super dur de le savoir, même si on a quelques informations, mais on n'est jamais vraiment certain finalement. Alors, c'est quoi ton objectif, Émilie, pour ces championnats du monde? Pour ces championnats du monde, étant donné que c'est ma deuxième année de compétition, je souhaite engranger un maximum d'expérience. Je pense que cette année, il va vraiment falloir que je comprenne comment tout ça marche, comment marche le monde de la compétition mondiale, et voilà, d'engranger un maximum d'expérience, d'essayer et de me mesurer. Émilie, ces championnats du monde démarrent au mois de juin. L'année 2024, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que tu penses que tu vas regarder ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu vas suivre certaines épreuves? J'espère que j'aurai un moment quand même pour regarder les Jeux Olympiques, pour regarder nos athlètes français, pour regarder où on se situe dans les différents sports. C'est toujours super intéressant. Quand on aime le sport, on aime tous les sports finalement, même si on a toujours des préférences. Donc voilà, puis pouvoir voir les autres athlètes, les performances, c'est toujours fantastique. Donc bien sûr, et je soutiendrai bien sûr tous les Français dans toutes les disciplines, quoi qu'il arrive. Émilie, merci beaucoup. On a beaucoup apprécié en effet les informations que tu nous as communiquées. On a hâte de suivre ces championnats du monde, hâte vraiment de voir tes performances, hein, puis découvrir très prochainement ta moto et te voir donc sur les circuits. Émilie, à bientôt. Super.
Merci pour tout, merci pour l'invitation. Passez une belle journée et puis peut-être qu'un jour on se croisera sur les circuits, qui sait. Bonjour Justine, bienvenue. Bonjour. Merci Merci. de venir à cette émission pour nous présenter donc ta carrière, ta jeune carrière de sportive. Et donc dans une discipline qui est un petit peu, on va dire, originale. Tu pratiques quel sport, Justine? Donc je fais de la moto en compétition sur circuit. Alors là où c'est en plus impressionnant, c'est que donc tu pratiques de la moto et en plus tu es jeune. Tu as quel âge? Je viens de faire mes 17 ans cette année. Bon, donc tu viens de commencer la moto ou pas? Non, non, non. J'ai Non, commencé à l'âge de 9 ans. à 9 ans, tu commences la moto. Comment on fait en fait pour commencer à 9 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic? Bah alors moi, personnellement, de base, j'aimais pas du tout la moto. Mais en fait, j'avais mon papa qui en faisait, qui a fait des compétitions auparavant, quand il était plus jeune, et qui a essayé au début de me mettre, moi et ma grande sœur, un peu sur une moto, ce qui n'a pas trop fonctionné au début parce que ben, j'aimais pas trop ça, je préférais la danse. Mais sauf qu'une fois, en fait, je suis allée le voir, donc mon père faire une course de côte. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes, parce qu'en réalité, quand on voit 9 ans, c'est pas si tôt que ça. Parce que normalement, on est sur une moto à l'âge de 3-4 ans, c'est là qu'on commence réellement. Et donc, en fait, j'ai vu des jeunes qui avaient mon âge, mais qui faisaient de la moto depuis bien plus longtemps et qui faisaient la course. Et j'ai dit, mais en fait, moi, je veux faire ça. En plus, le soir, j'ai vu les Grands Prix à la télé. Ah, et du coup, j'ai dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé sur un petit, en fait, c'est un parking à Cannes-Villeneuve, dans lequel ils ont mis des sortes de plots pour commencer. Et en fait, j'étais avec une Piwi et je faisais des tours, des tours, des tours. Donc c'était à toi la moto en fait, puis oui, ou c'était à Non, l'organisation, c'était c'était à l'organisation. En fait, on D'accord. arrivait et ils nous prêtaient, on louait en fait une moto, une combinaison, un Le casque, créneau, tout. sûrement, tu pouvais en pratiquer quelques heures, c'est ça? Ça se passait comment en fait? Tu Ouais, c'est venais, ça. tu réservais? Ouais, non, en fait, là, on n'avait pas besoin de réserver, on arrivait, mais la plupart du temps, c'était l'après-midi. J'y allais vers 14h et je rentrais, il était à peu près 18h, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est le déclic. Tu es en train de découvrir un univers. Finalement, tu pensais que c'était plutôt des adultes, et là, tu découvres que on peut commencer très tôt, que même à 9 ans, finalement, tu fais pas partie des plus jeunes. Et là, tu as envie. Donc tu démarres. Donc tu commences C'est ça. à faire ça. Ça se passe quand? Ouais. Le soir, les week-ends? À quel moment tu Ça se as... passe le dimanche. Quand mon père, du coup, il travaille pas, il m'emmenait le dimanche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était plusieurs jeunes. Et il y en avait qui avaient commencé depuis bien plus longtemps, il y en avait qui commençaient en même temps que moi. Et en fait, il s'est toujours créé du coup une sorte de petite compétition. Et moi, j'ai toujours eu l'esprit compétitif. Et du coup, j'y allais le dimanche, j'y allais le dimanche. Puis un jour, j'ai dit à mon père, emmène-moi faire une course. Donc, il m'a emmené faire une course de côte. Donc, c'était vers chez moi, dans la région PACA. Une course de côte, c'est un peu comme les rallyes en voiture, D'accord, c'est ce que j'allais te mais demander. du C'est coup en quoi? moto. D'accord. En fait, c'est des rallyes, mais en moto. Et bon, ça m'a pas beaucoup plu parce que moi, en fait, j'aimais bien ce qui était comme ce que je voyais à la télé, en fait, c'est-à-dire avec plein de motos, tous ensemble sur un circuit. Du coup, en fait, l'année d'après, j'ai fait ma première vraie course c'était au Creusot, avec donc du coup plein d'autres pilotes sur un circuit. Et à partir de là, j'ai plus voulu arrêter. Là, tu as compris que c'était ça, en fait. C'est ce qui te plaisait. Et C'était puis, ça, voilà. alors, comment tu as fait Exactement. finalement? Tu es allé dans un club? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Ça a été quoi la Ben, prochaine du étape? coup, Du coup, je me suis, du coup, là où j'allais à Cannes-Villeneuve, c'était un motoclub. Du coup, je me suis inscrite au motoclub et j'ai passé ce qui s'appelle le CASM. Donc, c'est un peu comme le permis voiture, mais pour circuit. Donc, on a de la théorie, de la pratique, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir aller rouler sur des circuits. Et donc, je suis allée. Après, en fait, je me suis inscrite à une course. C'était le championnat de France 25 Power. Donc c'est là où il y a un peu les jeunes, on va dire, puis après on essaie d'augmenter. Mais tous ceux avec qui je roule en ce moment au championnat de France FSBK, la plupart on était ensemble au championnat de France 25 Power. Et donc en fait j'y suis allée, je me suis inscrite et puis voilà, j'ai fait ma première course. D'accord. Là, t'as quel âge? 10 ans? Là On sent? ouais c'est ça, j'avais 10 ans. 10 ans. D'accord. Bon, alors c'est quoi la suite?
Je pense qu'il y a une suite, parce que vu le nombre de trophées que je vois derrière, il va falloir que tu m'expliques un petit peu là aussi ton palmarès. Mais dis-moi un petit peu la suite, hein, après ces 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, quand je suis arrivée au Creusot, mon père, il m'avait acheté une moto, c'était une NSF 100, mais c'était une moto toute d'origine, c'est-à-dire que j'avais 7 chevaux. Mais dans ma catégorie, ça allait jusqu'à 15 chevaux. Du coup, je ramais un petit peu. Et en fait, quand je suis rentrée de cette course, j'ai dit à mon père, maintenant on achète une vraie moto et on fait une vraie compétition, un championnat en entier. Du coup, l'année d'après, donc en 2018, j'ai fait mon tout premier championnat. C'était le 25 Power, mais Occitanie, donc c'est-à-dire basé en Occitanie. Donc j'ai fait toutes les courses et donc j'ai été championne. D'accord. Alors, excuse-moi, Justine. Justement, explique-moi, c'est quoi un championnat? Parce que tu me dis en effet, là, tu fais la totalité, donc ça fonctionne comment en fait? Tu vois, je commence, là, je débute, et bon, c'est pas juste venir à un événement et je gagne la course. Explique-moi en effet, c'est quoi un championnat? Comment ça se déroule? En championnat, en fait, c'est plein de courses en fait. On va avoir plein de week-ends de courses où va y avoir, donc dans un week-end de course, on a des essais libres. Donc ça va être les premiers essais souvent le vendredi où en fait on roule, où il n'y a pas vraiment de chrono, c'est juste pour s'habituer au circuit, se mettre en forme, tout ça, et puis commencer à voir un peu par rapport aux autres comment on est. D'accord. Ensuite, le samedi, souvent, après ça dépend des championnats, mais la plupart du temps c'est comme ça. Le samedi, on a l'épreuve des qualifications. Donc en fait, on part. C'est comme une séance d'essai libre. Tout le monde part quand il veut. Juste, souvent c'est 20 minutes. Et en fait, le but, c'est de faire le meilleur chrono possible pour partir sur la meilleure place possible sur la grille de départ. Donc la grille de départ, ça va être comme par exemple quand on joue à Mario Kart. On voit, il y a premier, deuxième, troisième. Donc le but, c'est de partir le plus devant. Et puis après, le dimanche, c'est jour de course. Donc, va y avoir... en Occitanie, par exemple, j'avais 3 courses. Mais là, en FSBK, j'ai 2 courses. Et en fait, on part tous en même temps. Et on a... là, en Occitanie, je crois qu'on avait 12 tours. Donc, tu as 12 tours pour essayer de finir premier. Très bien. Donc, tu m'as dit que c'était sur des week-ends. C'est quoi, 3, 4 week-ends à peu près un championnat? La plupart du temps, par exemple, en FSBK, on a 7 week-ends. 7 week-ends de 2 courses. D'accord. Voilà. Donc, ça va être le cumul de, quelque part, de ton classement de ces 7 week-ends qui vont faire... En fait, à chaque fin de course, on gagne des points par rapport à la position. C'est-à-dire, quand tu vas venir premier, tu vas gagner 25 points. Et le but, du coup, c'est d'accumuler le plus de points pour, à la fin du championnat, celui qui a le plus de points et titré champion, puis vice, puis voilà. Très bien. Donc, tu fais tes premiers championnats. Je fais mon premier championnat. 10 ans toujours, ou un peu plus? T'es plus âgé? Non, 11 ans. 11 ans. Voilà, 11 ans. Je fais mon premier championnat où je suis titrée championne. Avec une vraie moto, grâce à tes parents et à mon papa. Qui t'offrent. C'est ça. Et tu gagnes en plus ce championnat, c'est ça? C'est ça. En fait, il m'offre une vraie moto, donc avec 15 chevaux cette fois. Et je pars donc en Occitanie, donc championnat mixte, parce qu'il n'y a pas de championnat féminin. Et j'arrive, première course, je gagne sous la pluie. Et c'est là que je me suis dit, maintenant, il faut que je gagne toutes les courses. Donc je me battais, on était 2 à se battre la plupart du temps. Et du coup, je faisais les premières, deuxième. Et en fait, on s'est battus et on a fini le championnat. J'avais très peu de points d'avance. Mais du coup, mon premier championnat, je suis championne. Du coup, ça m'a motivée à poursuivre, quoi. D'accord, ça t'a pas fait peur? Tu t'es pas dit, waouh, bon là, tu te mets une pression toute seule? Au contraire, ça t'a encore plus lancé. Alors, c'est quoi la suite? En fait, je suis faite pour ça. D'accord. Après, du coup, je suis partie. Donc après, j'ai changé de club, de motoclub. Je suis allée dans un club à Sospel. Et en fait, je suis partie en Italie parce que du coup, j'avais envie de. En fait, la moto, c'est souvent en Italie, en Espagne qu'il y en a le plus parce que c'est un sport qui est beaucoup plus développé, important pour les Italiens. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis partie en Italie avec une ovale, avec mon club, une ovale 160. C'est des petites motos. En fait, c'est les motos GP qu'on voit à la télé, mais en tout petit. C'est-à-dire la plupart des grands pilotes, ils les utilisent pour rouler sur circuit de kart. Et donc, je suis partie en Italie où je faisais du milieu de peloton à peu près, donc c'est-à-dire vers 10e. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et après, donc ça c'était en 2019. Et pour 2020, en fait en 2019, j'ai fait le Blue Crew Camp, c'est-à-dire c'est un stage organisé par Yamaha
pour les futurs champions, ils appellent ça. En fait, on est avec des grands pilotes comme il y avait Fabio Quartararo et on est coaché en fait pendant 4 jours, on fait de la moto avec d'autres pilotes. D'accord, le stage il se passe en Italie aussi? Non, il s'est passé en France. C'était à Eyguières, dans le sud. Et suite à ça, du coup, j'ai essayé une plus grosse moto, c'était une 125. Donc j'ai commencé les vraies motos et c'est à partir de là que en fait les personnes de Yamaha m'ont dit il faut que tu reviennes en France sur des plus grosses motos, quoi, le vrai championnat français, parce que le 25 heures c'est vraiment pour quand on commence. Et puis après il y a le promo sport, donc c'est pour commencer la vraie compétition. Et après il y a le FSBK, c'est le championnat de France le plus élevé. Donc je suis partie en 2020 en promo sport 400 où j'ai fait 6 courses et j'ai fini sur 10 et j'ai fait 4 courses sur 6 et j'ai fini 6e. Donc voilà, j'ai fait mon premier podium aussi en championnat de France. Là, t'as quel âge, hein, Justine? En 2020, du coup, j'ai 12-13 ans. 13 ans. Donc voilà, j'étais sur une 400 et après, je suis passée en FSBK. Et ça fait du coup 3 ans que j'étais en FSBK 300. Donc j'ai fait une année 2021 qui a été un petit peu compliquée. Mais après, je suis passée en 2022 en fait, en 2021, j'étais dans un team, ça s'est pas très bien passé. Je suis passée en 2022 où, en fait, je me suis entourée de personnes professionnelles et j'avais ma famille, donc c'est mon père qui gérait ça, avec des personnes professionnelles autour de moi qui m'aidaient. Donc j'ai fait d'assez bons résultats. J'ai fait mon premier podium en championnat de France. J'ai fini 2e au Castellet et après, du coup, en 2023, l'année dernière, c'est là que tout a commencé à aller mieux, on va dire, en FSBK, où du coup, j'ai eu 3 victoires, j'ai fait 2 records de piste et une pole position et plus beaucoup de podiums, ce qui m'a permis de finir vice-championne de France, du coup, l'année dernière. D'accord. Alors, quand je t'écoute, je pense que quand tu dis là, bon, en 2023, ça commence à aller mieux, tu vas me confirmer, hein, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas que le fait de t'entraîner, d'être sur la moto, il y a tout ce qu'il y a autour. Hein. J'ai l'impression qu'en effet, il faut que tu sois bien accompagné avec les bonnes personnes, des bons conseils, que ce soit peut-être au niveau de la famille, au niveau des entraîneurs, au niveau certainement en effet des aides qu'on peut t'apporter. D'ailleurs, je me pose une question parce que bon, aussi jeune, tu dois quand même aller à l'école. Il y a quand même des cours. Hein, donc, si tu pars comme ça, tu parles en effet des épreuves qui vont démarrer dès le vendredi. Donc, ça fait peut-être beaucoup d'absences. Alors, comment tu gères ça finalement? Comment on arrive à gérer ces absences et justement cette pratique du sport par rapport à l'école, à la vie normale scolaire pour une jeune comme toi? Moi j'ai commencé du coup la moto, en fait quand je suis rentrée au collège je faisais déjà la moto, donc j'étais déjà souvent absente, donc je me suis habituée petit à petit à prendre une manière de travailler où je rattrapais les cours, tout ça. Après j'ai toujours, vous allez tout le temps me voir en week-end de course entre midi et 2 ou le soir à faire mes devoirs, faire mes cours, tout rattraper, parce que du coup un week-end de course ça part du vendredi au dimanche, mais le jeudi on est sur la route. Parce que quand on part à Paris et que j'habite à Nice, les 10 heures de route, il faut les faire le jeudi du coup. Donc j'essaie d'optimiser le plus possible le temps où je suis dans la voiture ou le soir pour faire mes cours. Après, j'essaie aussi quand même de me dire, je suis en week-end de course, il faut pas non plus que je pense trop aux cours, quoi. En fait, quand c'est moto, il faut que je suis focus sur la moto. Après, le soir, quand j'ai le temps, je fais mes cours. Donc voilà, ça a été assez facile au collège, j'arrivais bien à gérer ça. En plus, j'avais du coup mon principal qui me comprenait vu que c'était un ancien sportif. D'accord. Qui m'a beaucoup aidé même pour le brevet, parce que du coup le jour du brevet, c'était jeudi vendredi et moi le vendredi j'avais une course, j'avais le début de mon week-end de course à Manicourt. Donc je j'ai pas participé le vendredi au brevet, j'y suis seulement allée le jeudi. Mais du coup, il a tout fait pour que je puisse ne pas participer au vendredi et aller au rattrapage pour me donner une vraie te laisser la justification de mon absence, quoi. possibilité. D'accord. Donc, tu as vraiment eu en effet une aide, bon, je dirais un peu là, en effet exceptionnelle. Et tu continues là à étudier normalement, je dirais. Tu n'étudies pas à distance, etc. Tu arrives, Non. parce que tu es en quel cours là? Tu es à quel niveau aujourd'hui? Là, je suis en première. En première? Du coup, à partir du lycée, ça a été un petit peu plus compliqué.
parce que du coup, il y a plus de courses, c'est plus complexe. Et en première, Donc, il me semble qu'il y a déjà des épreuves du il y a bac, le bac. et il y a le bac l'année Le prochaine. français. Alors là, explique-moi comment tu gères là, est-ce qu'on t'aide autant, comment ça se passe? Alors du coup, en seconde, c'était un petit peu plus complexe, où là, j'ai un petit peu eu des difficultés, mais je restais dans les à peu près 14 de moyenne, parce que de toute façon, ma mère me dit, s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de moto. Mais cette année, en fait, vu que j'ai fini vice-championne de France, j'ai le statut de pilote espoir. Et en fait, du coup, l'école est obligée de me donner des rattrapages, obligée de m'aider, obligée de tout faire pour que je puisse réussir mon année au mieux, surtout que cette année, j'ai le bac de français. Très bien. Donc, en fait, c'est un statut que tu as obtenu au travers du ministère de la Jeunesse et des Sports, hein, c'est ça? Exactement, parce que en fait, c'est les 3 premiers du championnat de France. Donc, vu que j'ai fini deuxième, j'ai mon statut. Donc voilà, tu as en plus, je dirais, le support, hein, et la possibilité, de façon maintenant plus aisée, à faire tes épreuves, et en même temps à rattraper tes cours, hein, parce que finalement, ça se passe comment? Tu les rattrapes, hein, c'est ça? C'est ça, oui, je demande à mes camarades de m'envoyer des photos et je recopie. Très bien. Voilà. Donc ça demande en effet beaucoup de motivation, mais bon, j'ai l'impression que tu Oui. l'as. Alors, donc il y a tous les trophées. Bon, je Oui, dirais un démarrage ouais. fulgurant, quoi, parce que quelque part, tu commences tout de suite avec en effet un premier titre, hein, et puis ça va très vite, hein. T'as même pas 18 ans, tu les auras l'année prochaine. Donc, c'est quoi ton objectif, hein, Justine? Qu'est-ce que tu vois à l'avenir près, on va dire, et puis peut-être l'avenir un peu plus lointain? Qu'est-ce que tu as envie de faire, hein? Depuis que j'ai commencé la moto, je vis moto et du coup mon objectif principal dans la vie c'est de pouvoir réussir dans la moto, donc d'être pilote professionnel, enfin que ce soit mon métier en fait. Mhm. Ça ce serait vraiment, enfin c'est mon objectif et en même temps c'est mon rêve, mais j'essaie de tout mettre de mon côté pour y arriver quoi. Et au niveau de tes études, justement, est-ce que tu vas partir sur une voie, je dirais, proche un petit peu de ce que tu pratiques au niveau du sport, ou c'est complètement différent? Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que tu vas faire après le bac, et le bac que tu vas choisir, et surtout après? Je vais essayer. Déjà le bac, du coup j'ai déjà mes spécialités. Vu que du coup je suis en première, donc j'ai des spé plutôt littéraires avec donc AGGSP, HLP, LLCE. Et en fait, je vais essayer de partir dans une école de journalisme parce que mon objectif du coup principal c'est d'être dans la moto, d'être pilote. Mais bon, je sais qu'il faut toujours avoir une issue de secours. Mhm. Mais un autre métier qui me plairait, c'est d'être commentatrice, quoi, de pouvoir commenter les courses pour pouvoir toujours rester dans le milieu. Et je me dis que le métier qui s'y rapproche le plus, c'est Le journalisme. journaliste. Très bien. Bon, alors c'est bien. Je vais pouvoir aussi parler de toi pour que tu puisses venir commenter le prochain championnat aussi avec Je dis Radio pas non. Sport. Bon, vous avez entendu, Fabrice? Jérôme, c'est parfait. L'année des Jeux Olympiques 2024. Justine, qu'est-ce que tu penses de ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi ta vision? Est-ce que tu vas aller participer, voir des épreuves? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais par rapport aux Jeux Olympiques, que ce soit cette année ou les prochains, dans tous les 4 ans? Donc, qu'est-ce que tu aimerais, je dirais, par rapport à la moto et par rapport aux Jeux Olympiques? Alors, depuis toujours, j'ai toujours adoré les Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose. Dès qu'il y avait les Jeux Olympiques, j'étais sur le canapé devant la télé comme ça à tout regarder. Et du coup, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que j'adore. Je le regarde tout le temps. Après, j'ai une famille de sportifs. Du coup, on est tout le temps là-dedans. Après, moi, j'ai toujours regardé ce qui était plutôt natation, tout ça, athlétisme, tout ça. Moi, je sais pas pourquoi j'avais Une un petit truc attirance, comme ça. pour ces épreuves-là. Voilà, c'est sûr. Et après, le problème, c'est que la moto, ne fait pas partie des Jeux Olympiques. Mhm. Donc, dans tous les cas, je pourrais jamais associer moto aux Jeux Olympiques. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi parce que de toute façon, je trouve que le sport, c'est quelque chose d'hyper important. Et je trouve qu'en fait, les sportifs, c'est des personnes en fait, j'adore regarder ce genre de compétition parce que je trouve que n'importe quel sportif, quand il est à ce niveau-là, c'est que mentalement, ils sont très forts et puis physiquement aussi. Et en fait, j'adore essayer de prendre un peu, d'analyser chaque sportif
pour moi, devenir une meilleure sportive, entre parenthèses. Voilà, ça reste un petit peu universel, quoi. Tu te dis que quelque part, la chose commune, c'est tout l'investissement que vous y mettez pour arriver à... le dépassement de soi, tout ça. Et puis à gérer peut-être aussi des blessures, quoi, Justine, non? Parce que la question, est-ce que tu as déjà été blessée? Parce que quelque part, la moto, on se dit un petit peu danger. Tu as peut-être eu des chutes. Et est-ce que tu as déjà été blessée? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que tu as été comme ça, blessée à un moment donné? Alors oui, j'ai déjà eu des blessures, comme par exemple, je me suis cassé le pied ou je me suis fait quelques entorses. Mais j'ai eu une blessure qui a été assez... importante, on va dire, c'est-à-dire en début d'année, en début de saison là au Mans pour la toute première course en 2023. J'étais normalement, j'étais dans les premières quoi. J'étais partie pour gagner le championnat, la course, tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai eu un problème de pneu et j'ai fait ce qu'on appelle un high side. Donc en gros, j'ai mon pneu arrière qui a glissé et qui a raccroché, ce qui m'a fait en fait envoler et j'ai ratterri sur l'épaule et en fait, je me suis fait une subluxation de l'épaule et je me suis cassé un morceau de la tête humérale. Sauf que moi, je voulais absolument repartir. Donc j'ai donné des coups comme ça sur mon épaule, je sais pas ce que j'ai fait, sauf que il fallait pas faire ça. Donc après, je suis allée voir les ostéopathes parce qu'on a des ostéopathes sur le circuit qui m'ont dit va voir un docteur. Parce que je voulais absolument pas voir un docteur parce que comme je vous ai dit, il y a une course le matin, une course l'après-midi, il y a 2 courses. Donc je suis repartie, sauf que je suis retombée. Et du coup, depuis, en fait, mon épaule j'ai mal constamment. T'es restée avec des séquelles, on va dire, un petit peu. Tu dois vivre maintenant avec les séquelles un petit peu de ta blessure sur l'épaule, c'est ça? C'est ça. Donc t'es suivie depuis mars. D'accord. Oui. En fait, au début, j'étais allée voir un médecin, un chirurgien, qui avait trouvé ce que j'avais grâce aux radios par rapport à la tête humérale, mais pas par rapport à la subluxation. Du coup, en fait, il me disait, on peut rien faire. Donc moi j'attendais, donc j'avais mal pendant mes courses, j'ai même fini une course à l'aide-non, je pleurais, parce que vu que j'avais gagné, tout le monde pensait que je pleurais parce que je pleurais de joie, et juste je pleurais de douleur. Et après là je suis allée voir un professeur dans la médecine qui a trouvé du coup exactement ce que j'avais, donc je suis suivie par des séances de kiné et du coup par des bons chirurgiens parce que le problème c'est que du coup ça me fait assez mal, mais bon après je m'y habitue quoi. Alors, il y a des saisons. Oui, j'ai déjà fait le plaisir. D'accord. Justine, est-ce qu'il y a des saisons, justement, là, à quel moment tu peux te reposer, on va dire, faire un petit peu un break? C'est quel moment, la saison en moto? Alors, les courses, ça commence en mars et ça finit fin septembre, début octobre. Par contre, on est constamment en train par exemple, l'hiver, on va en Espagne faire de la moto ou alors on essaye d'aller faire plus du flag track, tout ça. On essaye de rester le plus souvent sur une moto parce que c'est pas un sport on est obligé de garder l'habitude de la moto quoi. Sinon après quand on arrive en mars c'est un petit peu compliqué. Mais les saisons réellement c'est de mars à octobre. Très bien. Donc ça va démarrer fin février. Oui. Donc dans moins d'un mois, je dirais que tu vas déjà être au début de ta saison. Donc je te souhaite vraiment de continuer de nous faire des belles performances. On va continuer à te suivre. Merci. Donc on peut te suivre facilement d'ailleurs, tu as un compte Insta, comment tu gères? Est-ce que tu as une équipe d'ailleurs? Tu as un club, mais qu'est-ce que tu gères? Est-ce que tu es accompagné aussi avec une équipe ou pas? Alors pour ça non, tant que j'étais, comme je vous ai dit, j'avais un team personnel avec mon père qui gérait tout. Après cette année, je suis passée je suis passée dans le team CBO Honda France, donc c'est un gros team en championnat de France qui vont du coup m'aider pour la communication, tout ça. Mais du coup, oui, je suis présente sur la plupart des réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, sur le nom de Justine Pedemonde. Bonjour Ronnie. Bonjour Magali. Merci de ta présence ce soir. Mais merci de m'inviter. Ronnie, donc gérant de la société Schwartz Performance. Donc c'est de la formation moto, c'est du coaching, c'est de la création d'événements, c'est aussi de l'encadrement, du conseil. Tu es un ancien enseignant de conduite chez Monneray Formation. Tout à fait. Ronnie, comment ça se passe quand tu proposes un stage typiquement? Quel genre de stage tu proposes? Alors, je propose plusieurs types de stages, justement.
Mon passé, en fait, si tu veux, mon passé, c'est je suis ancien pilote et ancien enseignant de la conduite. Et en fait, il y a un prisme entre les deux, c'est-à-dire que quand on essaye de faire du circuit, soit on a une approche sportive, donc tu fais un stage de pilotage, tu apprends les gestes techniques sportifs pour aller faire de la moto dans ce secteur-là. Par contre, j'ai pu noter que quelqu'un qui avait son permis moto et qui souhaitait évoluer n'avait pas de solution en vrai. Il n'y a rien qui existait vraiment entre le stage sportif et le permis de conduire. Pas de passerelle. Voilà, alors maintenant il y a une sorte de passerelle, mais la passerelle c'est plutôt une validation de ton permis, puisque quand on regarde le programme, c'est finalement 2 ans plus tard, tu reviens à l'auto-école et tu refais des plots et tu fais pas suffisamment finalement. Moi j'ai un petit souci avec ce programme-là, quoi. C'est pour ça que j'ai créé une formation que j'appelle perfectionnement maîtrise, et donc qui est ouverte à tout type de deux roues. Alors dans l'histoire, j'ai encore jamais eu de scooters qui sont venus me voir, mais par contre, ça pourrait être aussi à leur destination. Mais par contre, j'ai des personnes qui viennent avec des trails, j'ai des personnes qui viennent avec des Harley, enfin des customs. Tout type de des moto. motos classiques, alors que typiquement quand tu vas sur un circuit, en général, ça fait un peu peur à ces gens-là. Ils se disent non, ma moto est pas du tout adaptée. Exact. Et là justement, on leur ouvre grand les bras, on leur dit mais venez faire des stages avec nous. Donc j'ai eu des partenariats déjà avec des concessions Harley-Davidson qui ont fait venir tous leurs clients, qui ont compris que s'ils faisaient comme il fallait, leur moto finalement elle tourne mieux que ce qu'ils avaient prévu. D'accord. Alors c'est quoi le but finalement pour eux là, les Harley finalement, c'est apprendre quoi, mieux maîtriser ouais, parce leur que engin. une Harley par exemple typiquement c'est une moto qui fait plus de 300 kilos, qui est très longue. En fait dans l'architecture d'une Harley, c'est que c'est une moto qui est très longue, c'est pour ça qu'elles ont du mal à être très maniables, quoi. Et donc avec des techniques de pilotage qui sont assez proches des techniques de pilotage de vitesse, finalement, assez étonnamment, ça m'avait un peu surpris. On arrive à leur faire prendre des virages de façon beaucoup plus sécuritaire et avec des meilleures sensations au guidon, quoi. Donc ils étaient assez bluffés, donc on a fait pas mal de stages avec ces concessions-là. Et donc c'est vrai que ça ouvre les portes à tout type de moto. Et pour tout type de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur d'aller avec les sportifs parce qu'ils osent pas. Ils se disent, ouais, non, mais j'ai pas le niveau. Donc, eux, c'est un peu le niveau 1. Donc, ils se disent, ça y est, je suis allé sur le circuit, ça s'est bien passé, je vais peut-être aller faire un truc un peu plus sportif après. Ça, on a à peu près 50% des candidats qui du coup, transforment l'essai en allant faire un stage plus sport après. Sinon, il y a ceux qui viennent vraiment parce qu'ils utilisent leur moto au quotidien. Et l'objectif, c'est vraiment de se sécuriser, de mieux comprendre, parce qu'on refait du freinage, mais pas du freinage à 50 km/h. On fait du freinage qui nous approche d'un virage, donc on fait ça à 100, 120 km/h sur le circuit. Et le virage, c'est un vrai virage en épingle. Contrairement à ce qu'on voit sur quand on fait un permis de conduire, c'est des plots et on fait un demi-tour sur 6 mètres. C'est ça. Et là, quelque part, tu abordes la maîtrise de la moto, et puis quelque part, tu touches aussi la psychologie de la personne, parce qu'elle va prendre confiance, je suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris leur moto depuis quelques mois, par exemple, qui ressortent ou qui reprennent des années après leur moto, ou qui en achètent une après avoir arrêté depuis longtemps. C'est typiquement le profil qu'on a très souvent. Ce sont des gens qui ont, soit ils ont une meilleure situation professionnelle, donc ils s'achètent une moto au plaisir. Ils disent, mais par contre, j'ai passé mon permis il y a 10 ans, quoi. D'accord. C'est potentiellement la mère de famille qui, elle a fait des enfants et du coup, elle a arrêté la moto parce que, elle a mis ça, elle a mis ça un peu de côté. Et du coup, elle se dit, maintenant, ça y est, ils ont une quinzaine d'années. Mais ça fait du coup 10 ans, 15 ans qu'elle a pas fait de moto. Quelqu'un qui a fait un accident et qui a pas trop compris. Ça nous arrive aussi. Ou la peur de reprendre aussi, parce qu'après un accident. Parce qu'en fait, il suffit que tu chutes, mais que t'as pas compris pourquoi. Quand tu remontes sur ta moto, tu te dis que ça peut arriver n'importe quand. Donc une fois que tu sais exactement ce que tu as à faire sur ta moto et pourquoi tu le fais, c'est un petit peu plus simple. Et là, nous, on a vraiment, c'est vraiment un partenariat qu'on a développé avec le circuit de Dreux, circuit de l'Ouest parisien. Donc qui est un circuit qui est un de nos partenaires depuis plus de 6 ans maintenant. Et leur tracé, il est hyper intéressant dans le sens où il y a des virages très différents. D'accord. Il y a des épingles, des virages qui se referment, des virages qui s'ouvrent. Donc il est pas très grand,
Mais par contre, nous, ça intéressant, quoi, dans les c'est super intéressant qu'il apporte. Et nous, qui soit pas très grand, ça nous intéresse davantage, puisque ça, c'est ma marque de fabrique, enfin la marque de fabrique de la société Schwarz Performance, dans le sens où il y a plein d'écoles de pilotage qui vont faire des stages sur des grands circuits qui sont forcément attractifs par la notoriété. Alors, tu fais un stage sur le circuit du Mans, forcément, c'est super, quoi. Bien sûr. Par contre, sur le circuit du Mans, qui est un circuit très grand, moi, mes stagiaires, je les vois passer une fois toutes les 2 minutes 30, quoi. Alors que sur un circuit petit, je les vois passer toutes les minutes. Il y a la proximité et il y a un contact différent. On peut corriger beaucoup plus facilement. Donc moi, je pense que c'est mieux de faire un stage sur un petit circuit, parce que c'est un circuit éducatif, on va dire, plutôt. Et après, on se fait plaisir et on met ces techniques en place sur des grands circuits. Là, faites-vous plaisir, puisque effectivement, c'est beaucoup plus agréable d'aller rouler au Mans. Enfin, bien entendu. Sur un petit circuit, c'est sûr qu'on préfère, quoi. Mais encore une fois, ça dépend ce qu'on recherche. Et je pense que, comme tu l'as dit, finalement, la cible, il y a quand même beaucoup de demandes de reprise de confiance ou reprise de la moto. Carrément. Donc ça, c'est un des volets qu'on développe, et surtout en région parisienne, puisque on a beaucoup de conducteurs de moto qui sont dans la pratique, justement, la pratique au quotidien et ville, citadin, voilà, avec tous exactement. Les dangers qu'il y a autour d'eux. C'est ça. Donc quand on a des clients plutôt extérieurs de Paris, c'est un peu plus la moto loisir, donc eux, ils viennent plus aller chercher le côté sportif tout de suite. Mais là, on a cette petite filière en plus, quoi. Ouais, on peut pas reprendre comme ça une moto, en effet, aller dans Paris même à un rendez-vous, c'est pas si évident. C'est ça. Alors sinon, j'ai regardé, je suis tombée sur une vidéo où tu proposais, j'ai pas regardé à peu près l'époque, mais ça me paraissait pas si loin, tu proposais à des jeunes pilotes la pratique de la moto. J'aimerais que tu m'expliques le concept, parce que je trouvais ça génial. J'ai vu des petits gamins là, donc à partir de quel âge? Et puis ce qui viennent avec leur moto, ça se passe comment? Alors ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'ai fait mon diplôme d'éducateur sportif. En fait, si tu veux, c'est mon projet principal. Donc ça, c'était en 2009 que j'ai passé mon diplôme. Et le projet principal, c'était d'ouvrir une école de pilotage pour les enfants, parce que quand j'étais petit, je voulais faire de la moto et c'était pas possible. En fait, il y avait rien qui existait. Et mes parents n'avaient pas le budget en plus, parce qu'il fallait acheter une moto, il fallait acheter de l'équipement pour l'enfant. Et en plus, il n'y avait pas d'endroit de pratique. Donc, petit à petit, d'abord j'ai fait mes armes avec les adultes, et puis j'ai fait quelques colos de vacances où le contact avec les enfants, en fait, t'apprends vraiment. Et il y a quelques années, donc ça doit faire 4-5 ans maintenant, j'ai investi dans des motos pour les enfants, donc et dans tout l'équipement. Je me suis dit qu'il faut que les enfants puissent venir clé en main, parce que effectivement, je me mets à la place des parents. J'ai un gamin qui a 6 ans qui veut faire de la moto. Faut lui acheter une moto quand il a 6 ans. C'est exactement la question que je me posais. Il faut 10 centimètres, donc faut que tu rachètes les équipements. Et en vrai, une combinaison pour un enfant, c'est presque le même prix que pour les adultes. Voilà. Puis bon, c'est un peu comme la combinaison de ski. On va pas forcément la mettre tout le temps, et c'est hors budget. Donc, voilà. T'as trouvé, en fait, t'as répondu un peu à ce que toi t'as eu petite comme difficulté. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je me suis dit que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais peut-être fait une autre carrière de pilote. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas grave. En tout cas, utilisons ma carrière avec les expérience et les espoirs que j'avais quand j'étais petit, pour les distribuer à d'autres enfants. Et donc j'ai ouvert une école de pilotage qui est sur différents sites. Donc mon site principal, c'est un circuit de karting qui se trouve près d'Épernay. Donc de Paris, ça fait 1h30 à peu près. 1h30 de Paris. Alors bien sûr, je compte pas les bouchons de Paris, parce que sinon ça peut vite faire 3 heures. Mais en tout cas, dans les horaires et les jours où on y va, en général, on est quand même plutôt tranquille. Donc c'est à peu près 1h30 de Paris. C'est un circuit de karting qui est vraiment super, dans le sens où il y a vraiment des dégagements autour du circuit, puisque j'ai d'autres endroits de pratique où c'est un circuit de karting un peu plus à l'ancienne, où tu as des pneus qui délimitent le circuit. Et donc sur ces circuits-là, je limite le niveau des élèves, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien pour des initiations,
pour un cours, 2 cours. Oui. Mais lorsque je sens que les enfants commencent à avoir un potentiel à aller trop vite, d'accord. Je leur propose d'aller sur d'autres circuits. Et en fait, j'ai le discours avec les parents, leur dire, bah voilà, en fait, le problème, c'est que si jamais, à cette allure-là, il tombe, là, il peut se faire mal. Puisque sur circuit, ce qui nous protège, c'est que il n'y ait pas d'endroits sur lesquels on peut s'encastrer. Et si tu as des pneus autour, si, t'en as, donc tu peux quand même te faire mal. Alors que sur d'autres circuits où il y a du dégagement, bah là, en fait, on n'est jamais bloqué. Donc c'est ça. Et j'ai un 3e site, troisième, j'en ai même bientôt un 4e. Mais en tout cas, à Marcillac-en-Combrailles, donc c'est près de Montluçon. Oui. Donc on essaie de faire un truc un peu dans le haut de la France, qui lui est un circuit carrément homologué. C'est un vrai circuit où il y a le championnat de France de moto, de mini-moto, qui s'y fait. Donc ils ont l'habitude et donc pareil de bien de la sécurité. Et on en ouvre un parce que je suis un peu plus proche de la commission vitesse de la Ligue Grand Est, donc dans toutes les Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Les bons terrains en plus. Voilà. Et on a donc un site de pratique dans les Vosges qui est en train de se mettre en place, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc pour répondre en fait à un maximum de demandes. Exactement. Et aussi parce qu'on a. Alors je vais mettre la casquette un peu écologique parce que. Au contraire, merci. Voilà. En fait, on a une pratique qui est forcément un peu visée et pointée du doigt. C'est clair que j'allais évoquer le sujet, circuit, donc c'est très bien que tu puisses en parler. On est un petit peu les mauvais élèves du sport. Par contre, justement, nous, on essaye de faire en sorte que notre école se déplace. Donc, je déplace du matériel. Ça évite que les enfants soient obligés de se déplacer. Et parce que si c'est moi qui me déplace, ça fait un véhicule qui se déplace pour ramener tout le matériel sur un site de pratique. Donc, les personnes qui sont autour peuvent en profiter. Alors que si je fais un site de pratique qui est à 500 km de tout le monde, c'est tout le monde qui doit faire 500 km. Et là, donc, on n'est pas du tout dans une... encore plus élevé, quoi. Donc, on essaie de quand même être les plus discrets avec ça, quand même. Parfait. Pour juste l'âge, parce qu'on n'en a pas trop parlé, l'âge, il n'y a plus d'âge légal. Merci, oui. Pas d'âge légal. D'accord. En fait. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où l'éducateur décide et estime que l'enfant est capable de comprendre la consigne et est capable de faire ce qu'il faut, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Absolu. Moi, je sais que dans mon école, je limite à la taille de l'enfant. Très bien. Dans un premier temps, puisque sinon il monte. Il faut pouvoir monter sur la moto. Donc 1m15. Donc ça peut être, ça dépend des gamins. Parce que moi j'hallucine de la taille de certains enfants. On ne sait pas ce qu'ils mangent, mais ils sont de plus en plus grands. C'est pas la même chose que moi en tout cas, faut croire. Mais en tout cas, 1m15, c'est à peu près 5 ans, 6 ans. Et en fait, dans mon école, ils peuvent être de 1m15 à 17 ans, ils peuvent venir quand ils veulent. On a des combinaisons et alors les bottes, on a vraiment du mal à les trouver, puisque en dessous de 35 en bottes de moto de vitesse, ils font pas. En mode de motocross, ils le font. Mais par contre, nous, c'est pas pratique du tout de mettre des bottes de motocross pour faire notre pratique à nous, puisque ça te bloque toute la cheville et nous, on a besoin vraiment de travailler avec. Donc, s'ils viennent avec des chaussures de rando à cet âge-là, voilà, bien renforcé, avec le renforcement qu'on peut trouver. Par contre, on a casque. Bien les chevilles. Exactement. Par contre, on a casque, combinaison complète. Parfait. Gants, tout ce qui va avec, et de 6 ans jusqu'au 5XL adulte. Donc, c'est génial. Voilà. Donc finalement, on peut commencer très tôt la moto. Exactement. Alors il y a juste avant toi, donc on a interviewé Émilie Bondy et Justine Pédemonte, donc des talentueuses compétitrices donc de pratique de la moto en compétition. Alors justement les filles sur les circuits, les filles en compétition de plus en plus. Alors de plus en plus et avec nous on les accueille avec vraiment grand plaisir parce que elles font du bien au sport parce qu'elles ont une autre approche, une approche beaucoup plus sérieuse en fait. D'accord, donc ça c'est un de leurs atouts. C'est un atout clairement. Elles aiment bien être entourées et plus guidées que la majorité des pilotes masculins. Les pilotes masculins, c'est un peu plus je vais montrer ce que je sais faire tout seul et on verra plus tard. D'accord. Et c'est lorsque ils commencent à avoir des difficultés que ils vont aller voir par exemple un coach, puisque ça c'est une grande partie de mon travail, coacher des personnes qui font de la compétition.
Et du coup, par contre, les femmes ont tendance quand même à s'entourer plus rapidement de personnes qui va les faire évoluer rapidement. Et ça se voit sur les résultats. Rony, merci encore. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio Sport.